Pour les pays de l'AES, et je crois que ce qu'ils ont gagné, même si on peut avoir un débat sur l'efficacité de leur stratégie, aujourd'hui, c'est eux qui décident, alors que par le passé, quand il y avait des forces étrangères, ils étaient obligés de dire est-ce qu'on peut aller sur ce terrain. On ne peut pas incriminer l'Occident. La faille du leadership africain est absolument déplorable. Les pays de l'AES ne disent pas que la France est responsable de tout. Mais ce qu'ils disent, le partenariat ne peut plus être comme avant. Le souverainisme, ce n'est pas le souverainisme à l'égard de l'Occident. Le souverainisme, il doit être global envers la Russie, envers la Chine. Si vous travaillez sur le Sahel, la question qui va le plus vous impressionner, c'est que par exemple, la dimension idéologique et religieuse, elle n'est pas importante. C'est vivre ensemble ou disparaître ensemble. Je suis convaincu que si on ne règle pas la question du chômage de jeunes, on risque de ne pas emporter la guerre contre les djihadistes. Vous êtes un défenseur de la souveraineté de l'AES. Vous l'avez répété, vous avez écrit dans vos différentes tribunes et aussi sur le Monde d'Afrique. Oui, vous savez, les conditions de la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023, qui est devenue en juillet 2024 la coalition de l'Alliance des États du Sahel. Parce que le projet confédéral est une vision avancée du projet initial. Et lorsque les pays de l'AES se sont mis en place en septembre 2023, leur projet était de se séparer de la CEDEAO, qui était pour eux un instrument aux mains des puissances extra-régionales qui leur dictaient des volontés. Je ne citerai aucune puissance, mais et pour les pays de l'AES, la CEDEAO était devenue un instrument. Dans leur démarche, il fallait avoir une structure qui soit autonome dans la prise de décisions, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan militaire. Parce que, comme vous savez, lorsqu'il y a eu l'intervention Serval en janvier 2013, le projet de Serval était d'empêcher la progression des groupes djihadistes à partir de Konna, puisqu'ils sont partis du nord du Mali, sont venus à la ville de Konna et avaient pour projet d'avancer vers Bamako. Serval était intervenu à bloquer cette progression, à libérer avec des armées africaines, dont celle du Tchad, le nord du Mali. Et puis, à partir de 2015, il y a eu le remplacement de Serval par Barkhane. Mais Barkhane, pour être honnête, n'était pas une co-intervention. C'était une intervention française qui se faisait dans les pays. Et les pays n'étaient pas Qui est intégrés. contraire à son idée. Absolument. Les pays n'étaient pas intégrés. Il n'y avait pas des forces franco-africaines qui combattaient. Ça, il y avait les forces africaines, il y avait Barkhane qui combattait, et il est arrivé même des risques d'incidents, parce que les pays n'étaient pas entièrement associés à ce que faisait Barkhane. Puisque, comme on se souvient, à l'époque, le ministre de la Défense du Burkina, Chérif Sy, avait écrit pour mettre en garde les gens, puisque les avions volaient sans que les pays ne soient informés du détail de leur vol, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc, il y a même eu un risque d'incident aérien, puisque le contrôle aérien civil nigérien n'était pas informé des mouvements de Barkhane et ne les intégrait pas dans la stratégie. Vous savez, la circulation aérienne, qu'il y a des contrôleurs aériens qui donnent des créneaux pour décoller, pour atterrir, etc. Et si un avion n'est pas intégré dans les créneaux, il y a le risque de collision avec un autre avion. Et malheureusement, à cette époque-là, les forces françaises n'étaient pas totalement intégrées et n'avisaient pas les pays. Et il y a eu ces problèmes. Donc, pour les pays de l'AES, je crois que ce qu'ils ont gagné, même si on peut avoir un débat sur l'efficacité de leur stratégie, puisque on voit que les incidents se sont poursuivis, les groupes terroristes se sont poursuivis, se sont aguerris, mais il y a au moins une autonomie de décision des pays de l'AES. Aujourd'hui, c'est eux qui décident, alors que par le passé, quand il y avait des forces étrangères, ils étaient obligés de dire est-ce qu'on peut aller sur ce terrain-là. Il y a eu beaucoup de frustration, y compris des officiers africains, des officiers nigériens, maliens, burkinabés, qui ne comprenaient pas pourquoi on va demander à Barkhane avant de décoller, pourquoi on ne peut pas aller là-bas alors qu'on doit aller là-bas. Donc, le fait qu'on ait créé l'Alliance des États du Sahel est un projet politique, mais ça a permis aussi d'avoir une autonomie de décision. Et si vous remarquez aussi, sur le plan des relations entre les pays de l'AES et particulièrement la France,
la relation verticale qui a été celle de nos relations avec la France qui dictait des choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont, a pris fin. Mais la différence entre moi et des militants ou des influenceurs, c'est que moi, j'ai dit des choses qui sont absolument documentées. Et pour illustrer, puisque vous avez posé la question, vous savez que lorsque Madame Florence Parly était ministre des Armées, quand elle est allée au Mali, elle a dit aux Maliens, vous ne pouvez pas avoir des relations de coopération avec Wagner. Et ça avait Directement. mais bien sûr, mais ça a été rapporté. Elle-même a dit dans une interview à la presse que j'ai attiré l'attention du Mali sur le fait que s'ils font la coopération avec Wagner, il y aura des conséquences pour eux. Et les autorités maliennes ont été obligées de faire un communiqué pour dire que nous, personne ne va nous dire qui on doit choisir, qui on ne doit pas choisir. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, c'est qu'en octobre 2020, lorsque M. Le Drian se rend à Bamako, il est reçu par les autorités de transition. À l'époque, c'était le président Bandao qui était le président de transition et notre ami Mokhtar Wan qui était le Premier ministre. Et après une audience à la primature, le Premier ministre du Mali avait dit nous avons mandat pour coopérer, pour ouvrir des discussions avec les groupes djihadistes. Et le ministre a dit que non, la France n'est pas favorable à ce que le Mali négocie avec les groupes djihadistes. Donc, je peux vous donner plusieurs exemples, dont le plus emblématique, c'est lorsque, en novembre 2019, le président Macron a annoncé un sommet avec les États du G5, alors que ses homologues n'étaient pas au courant. Il a annoncé à Bruxelles que je vais faire une réunion de façon unilatérale et sans avoir fait consulter les autorités des pays du G5 pour savoir s'ils sont disponibles. J'ai dit non, il a annoncé à Bruxelles, en marge d'un sommet de l'Union européenne, que le mois prochain, en décembre, je vais réunir le G5, etc. Bon, alors qu'il n'a pas informé. Donc, c'est cette forme de relation un peu verticale que les pays de l'AES ont réussi aujourd'hui à remettre en cause sans, à mon avis, une volonté totalement de rupture avec la France. Et ce que le pays demande, c'est un nouveau paradigme, un nouveau mode de relation qui permet d'être discuté. Et vous avez vu, vous-même, quand le ministre des Affaires étrangères français a convoqué l'ambassade des États-Unis, il n'est même pas allé. Il n'est pas allé à la provocation. Moi, je suis partisan de ce que les pays, parce que nous avons une histoire commune avec la France, que nous ne rompions pas totalement avec la France, mais il faut un nouveau chapitre des relations, avec beaucoup plus de respect que par le passé, avec une relation beaucoup moins verticale, une relation de considération où, comme je dis souvent, lorsqu'il y a une élection dans les pays anglophones, la Grande-Bretagne ne cherche pas à savoir quel est le candidat de Londres. Oui, quand il y a une élection dans les pays francophones, la France sait à savoir quel est le meilleur candidat pour la France, alors que l'élection concerne un pays africain. Quelle que soit la personne qui gagne, la France va avoir des relations. Elle n'a pas à savoir quel est son candidat, etc. C'est un héritage colonial qu'on doit évacuer. Si je me fais l'avocat du diable, la France, c'est un pays qui défend ses intérêts. Oui, Et si elle a des intérêts dans les pays de l'AES, on peut se dire, c'est normal pour elle de militer pour cela. mais ça, vous avez absolument raison. À la fois, même sur la question du bilan, des résultats, on ne peut pas incriminer l'Occident. La faillite du leadership africain est absolument déplorable. Même les pays démocratiques, que ce soit lorsqu'on est sorti de la période de la dictature pour avoir les régimes démocratiques à partir des années 2000, même ces régimes comme celui de IBK, comme celui d'Alpha Condé, ont failli dans la question du leadership. On ne peut pas tout imputer à la France. Ce que nous, on dit, c'est que les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Et vous avez vu dans l'AES, reprenez ce que le Mali a fait avec Barrigold, la société Barrigold que tout le monde connaît, une multinationale, la plus grande multinationale en matière d'or. Le Mali a estimé que on ne peut plus avoir des mines où le Mali en tant qu'État a 10% et une compagnie étrangère à 90%. C'est la même chose au Niger, où le Niger a 36%, Orano a 64%. Donc, les pays de l'AES ne disent pas que la France est responsable de tout. Mais ce qu'ils disent, le partenariat ne peut plus être comme avant. Parce qu'il a été totalement déséquilibré, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, parce qu'il y a eu des choses que nos pays même ont acceptées eux-mêmes. Les régimes qui étaient en place ont accepté en disant oui, mais c'est la France, si la France nous demande, on doit faire. Non, la France défend ses intérêts, les pays doivent défendre leurs intérêts. Et moi, je crois que c'est ça l'acquis de l'AES. C'est que l'AES a remis en cause le schéma initial, le schéma post-colonial, puisque, comme vous savez, lorsqu'on a eu les indépendances, à part la Guinée
Conakry, à part l'Algérie, toutes les indépendances ont été presque négociées. Et du coup, en 73, on a créé le sommet Afrique-France, France-Afrique à l'époque, le sommet. Et il y a eu, voilà, ce compagnonnage qui était un peu ambigu, où la France n'est pas totalement partie, les relations n'ont pas été rompues. Aujourd'hui, il y a une évolution qui est portée par les pays de l'AES. Mais aujourd'hui, les pays de l'AES, à défaut de collaborer avec la France, collaborent avec d'autres puissances. Je pense à la Russie notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est écrit, le soupçon de financement à travers le bradage des mines, et cetera, est-ce qu'on peut se dire que cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat-là, rentre dans le cadre du souverainisme qui est défendu par ces États? Oui, il y a eu une volonté de diversification. Vous savez, les pays, comme vous avez appelé, sont toujours dans l'opportunisme. La Russie était en embuscade. Quand elle a vu que les relations avec la France se sont gâtées, elle a fait une offre aux pays de l'AES en disant que avec nous, ça sera mieux. Parce que le contexte sécuritaire a fait que les résultats de la lutte contre le terrorisme n'étaient pas au rendez-vous. Ce n'est pas la responsabilité de la France seulement, hein, qui explique que pourquoi on n'a pas réussi à prendre le dessus sur le groupe terroriste. Et avec la France et avec nos États, on a eu une approche plutôt sécuritaire et militaire. On a considéré que la question sécuritaire au Sahel, on va la régler en achetant des armes à la Russie, à la Turquie, en faisant venir la Russie, etc. Alors qu'on a oublié une dimension, dans toute la dimension non sécuritaire. Par exemple, la question du chômage des jeunes. Si vous travaillez sur le Sahel, la question qui va le plus vous impressionner, c'est que, par exemple, la dimension idéologique et religieuse, elle n'est pas importante. La question du chômage des jeunes est une question importante. Donc, comme les résultats n'étaient pas au rendez-vous, la Russie, qui est en embuscade, a fait une offre au pays et les pays là ont considéré que de toute façon, ça ne peut pas être moins bien avec la Russie que ça va être forcément meilleur. Mais le souverainisme, c'est pas le souverainisme à l'égard de l'Occident. Le souverainisme, il doit être global envers la Russie, envers la Chine, envers... Et moi, je crois que ce souverainisme-là, quand tu prends le cas particulier du Niger, il est imposé à la Chine aussi, puisque c'est la Chine qui exploite le pétrole du Niger. Et il y a eu quand même des clashs avec la Chine, il y a eu des choses avec la Chine, et parce que le Niger n'était plus dans la posture d'accepter le dictat de notre pays, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou autre. Donc il y a aujourd'hui cette humeur souverainiste qui semble recevoir des échos. Il y a eu un sondage comment les gens voient l'Alliance des États du Sahel. L'AES a été plébiscitée dans des pays de la sous-région parce que je crois qu'il y a une demande, chez les jeunes surtout, il y a une volonté d'affirmation de la souveraineté nationale. Quand, dans l'exemple que j'ai donné par rapport à ce que Macron a annoncé, la réunion sans avoir informé ses homologues, c'est la jeunesse, les gens qui ont dit vous n'êtes pas des sous-préfets, vous n'irez pas à la convocation de Macron. Et puis finalement, la France a été obligée de reporter ce sommet de Pau en janvier 2020. Il devait se tenir en décembre 2019, mais comme il y a eu une levée de boucliers dans l'opinion, les Français ont reconnu qu'ils se sont trompés et ils ont rattrapé en disant voilà, on va négocier avec les États. On va revenir sur la question de la jeunesse parce que c'est une question qui est assez importante vu le pourcentage des jeunes sur le continent. Mais avant de passer sur le second thème, aujourd'hui, on assiste à une sorte d'accusation mutuelle des États de l'AES et certains États frontaliers. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Bénin, qui sont accusés de porter des opérations de déstabilisation. Est-ce qu'on ne rentre pas un peu dans la paranoïa? Vous savez, quand la confiance c'est ça qui ouvre la voie à toutes sortes d'accusations qui sont sans doute infondées pour certaines. L'accusation, la France veut passer par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser les pays de l'Est, moi je n'y crois pas. Mais comme la confiance est rompue, ces accusations deviennent plus faciles. Parce que je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire, qui a été elle-même frappée par le terrorisme, comment elle peut favoriser la propagation du terrorisme dans la sous-région, même si la France en faisait la demande. C'est qui, de mon point de vue, la France elle-même a été victime de terrorisme au Sahel. Mais la rupture de la confiance entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la rupture de la confiance entre le Niger et le Bénin, la rupture de la confiance entre le Bénin et le Burkina ont créé ce contexte de paranoïa dont vous parlez, ce contexte d'accusation mutuelle, qui le plus souvent ne sont pas infondés. Mais au final, il est de l'intérêt de tous ces pays de travailler ensemble.
Aujourd'hui, le terrorisme est devenu une question transnationale. Et la réponse, si elle veut être efficace, elle ne peut être que transnationale. On a vu des pays qui font beaucoup d'efforts pour se protéger, mais parce que leurs voisins ne sont pas associés à leur protection. Et la menace, elle franchit les frontières. Donc, tous ces pays, que ce soit les pays de la CEDEAO, à mon avis, ils ont intérêt à trouver un terrain d'entente pour parler ensemble, pour travailler ensemble. Nous enregistrons cette émission il y a 48 heures ou 72 heures. Il y a eu une attaque au Bénin qui a fait une quinzaine de militaires tués. Vous voyez? Alors que s'il y avait une coopération, on aurait pu articuler la réponse avec celle du Bénin et celle du pays d'où cette menace vient. Donc, il faut absolument que ces pays, je crois, mettent un peu de l'eau, je ne sais pas si c'est Bissap ou en tout cas autre chose. En tout cas, il faut qu'ils mettent bas la terre, comme disent les gens, et qu'ils discutent, ils voient quel est quel est le terrain d'entente, comment ils peuvent faire entre eux. J'avais une dernière question sur ce thème-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la CEDEAO est en perte de vitesse, surtout avec la sortie des pays qui a été actée. Est-ce que c'est le mandat de la dernière chance pour la CEDEAO? Oui, le président Youssouf, qui est le président de l'Union africaine, maintenant le Sénégal va prendre la tête de, comme vous savez, c'est la présidence de la Commission, va revenir au Sénégal. Mais à mon avis, il y a quand même une chance avec l'arrivée du Sénégal que le dialogue se renforce entre l'AES et la CEDEAO, puisque le Sénégal est considéré comme un pays qui ne s'était pas engagé pour une intervention contre le Niger ni contre le Mali. Et il y a une équipe, un tandem Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui a quand même une opinion favorable. Ça peut favoriser le dialogue. Mais il est, à mon avis, moi j'avais écrit une tribune dans Jeune Afrique pour dire c'est vivre ensemble ou disparaître ensemble. Parce que pour moi, les intérêts sont croisés. L'AES a beaucoup d'intérêts avec La CEDEAO? la CEDEAO. Tous les pays de l'AES sont des pays continentaux. Ils n'ont pas d'accès à la mer sans les pays de la CEDEAO. Le Niger a besoin soit du Bénin, soit du Togo pour accéder à la mer. Et du Maroc avec l'offre de Sa Majesté le Roi. Le Mali, c'est la même chose. Sur le port d'Abidjan et de Dakar. Et le Burkina, c'est la même chose. Il faut soit le port d'Abidjan, soit le port de Dakar, soit le port de Cotonou. Donc, il y a beaucoup d'intérêts croisés entre l'AES et la CEDEAO qui font qu'à mon avis, il vaut mieux que ces pays s'entendent sur un minimum commun. On n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes alliés, on n'a pas la même perception du pouvoir, on n'a pas les mêmes opinions, mais sur des questions essentielles telles que la sécurité, telles que la libre circulation. Vous savez, on a réussi à préserver la libre circulation et nous sommes tous heureux en tant qu'Ouest-Africains qu'on ait réussi à préserver la libre circulation malgré le départ de ces pays-là de la CEDEAO. Aujourd'hui, un ressortissant de l'AES peut circuler dans la CEDEAO comme un ressortissant de la CEDEAO peut circuler dans l'AES. Donc, on peut aussi s'entendre sur des questions comme la sécurité pour voir comment on peut partager des renseignements. Que de l'Union africaine dans tout ça. Oui, l'Union africaine, elle n'a pas été suffisamment présente. Ce qui a manqué, on jette souvent la pierre aux pays occidentaux. Mais les pays occidentaux ont mieux fait que les pays africains. Sur le plan de la sécurité, la France est allée. Après la France, il y a eu même l'opération Takuba, où des Suédois ou des Suisses, etc., sont venus dans Takuba, alors qu'on n'a pas vu la même solidarité agissante du côté africain. Donc l'Union africaine n'a pas été à la hauteur de la solidarité qu'on aurait pu mobiliser pour les pays de l'AES. Et j'espère que maintenant, avec le changement de gouvernance, avec l'arrivée que davantage va être fait pour les pays de l'AES. Les pays de l'AES aujourd'hui utilisent cette situation sécuritaire et surtout cette divergence de part et d'autre pour justifier certains types de mesures qu'on peut qualifier de liberticides. Je parle de la fermeture des médias, la dissolution des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, cette situation-là est de nature à justifier ces mesures? Non, non, pas du tout. Au contraire, même pour moi, eh, le fait on rétrécisse l'espace civique et l'espace politique, ça, c'est même contre-productif dans la lutte contre le terrorisme. Parce que il faut ouvrir le débat. Aujourd'hui, il est évident que on a observé que le tout militaire et sécuritaire ne marche pas. Mais pour le dire, il faut que les gens soient libres de le dire. Si on laisse les gens le dire, c'est dans l'intérêt des pays de la région. C'est pour ça que moi, je crois que le fait de rétrécir l'espace civique, rétrécir les ONG, le fait de porter
atteinte à la liberté de la presse, le fait de faire des réquisitions contre les journalistes, d'interdire certaines ONG parce qu'elles sont critiques, à mon avis, c'est totalement contre-productif. Que l'AES gagnerait beaucoup à laisser la liberté, à laisser le pluralisme d'opinion, à laisser le pluralisme de l'information s'installer. Et ça peut lui être beaucoup plus utile que la posture d'aujourd'hui qui consiste à rétrécir, à empêcher toute opinion critique. Les opinions critiques sont nécessaires parce que si on fait, la meilleure façon de se tromper, c'est d'avoir une opinion commune. Voilà, on dit que c'est comme ça et tout le monde doit penser que c'est comme ça. Ça, c'est la meilleure façon de se tromper. La bonne façon, c'est d'avoir des opinions différentes. Quelqu'un dit ça, quelqu'un d'autre a dit ça, on regarde qui a raison, qui a tort, etc. Ça, c'est toujours utile. Mais si on dit, voilà, que tout le monde doit penser comme ça, que tout le monde doit dire que l'AS c'est parfait, que tout le monde doit dire que la Russie c'est parfait, que tout le monde, si on fait comme ça, on ne s'en sort pas. Moi, je crois que les pays de l'AES ont tout intérêt à rétablir l'espace civique, à rétablir la démocratie pour que les gens puissent donner leur opinion. Oui, on parle de l'AES, mais il y a eu d'autres ruptures démocratiques. Je pense à la Guinée, je pense au Gabon. En Guinée, les partis politiques ont été dissous, des partis politiques historiques. Et en plus de cela, on a des personnes qui disparaissent. Au Gabon aussi, on a une sorte de rétrécissement des libertés. Est-ce que le cas de ces deux pays-là est un cas marginal qu'on ne peut pas rapprocher à l'AES? Non, il y a vraiment des réelles inquiétudes à avoir. Parce que partout où il y a rétrécissement de l'espace civique, où il y a une confiscation de pouvoir, souvent, l'agenda, c'est que le pouvoir veut se consolider. Que ce soit en Guinée, que ce soit au Gabon, les gens cherchent à confisquer le pouvoir pour eux-mêmes. Ils n'ont pas un autre agenda, ce n'est pas dans le cadre du renforcement de la démocratie, de la culture démocratique. Donc, ça, il faut absolument le regretter. Maintenant, le rapprochement avec l'AE, c'est intéressant parce que souvent, quand on regarde, il y a une sorte de géométrie, une sorte d'appréciation à géométrie variable. Les pays de l'AE sont critiqués pour leur confiscation de la démocratie. La Guinée n'est pas suffisamment critiquée. Pourquoi? Mais parce que les gens considèrent que ceux qui portent la critique, souvent, par exemple, les pays occidentaux, on considère que les régimes guinéens et gabonais sont plus fréquentables. C'est parce qu'ils ne sont pas en conflit avec la France. Les intérêts de la France sont préservés en Guinée. Et la coopération militaire n'a pas été interrompue avec la France. La coopération économique n'a pas été entreprise. Les entreprises françaises continuent d'aller au Gabon comme en Guinée. Et les relations diplomatiques n'ont pas été mises entre parenthèses. Vous savez, le Gabon et la Guinée ont été réintégrés dans la francophonie alors que les trois pays de l'AES ne le sont pas. On a dit, ah oui, on rétablit la Guinée parce que la démocratie a progressé. Or, les faits que vous avez évoqués montrent qu'il y a encore un besoin de renforcer la démocratie en Guinée. Mais comme vous avez dit, de façon globale, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le reflux de la démocratie en Afrique. Pourquoi, comment, etc. Ça, c'est une réflexion que nous devons porter, que nous devons avoir. Et parce que souvent, je crois que on va un peu vite en besogne en accusant les militaires seulement. Si les militaires ont pu prendre le pouvoir, en tout cas dans le cas des pays de l'AES aussi, c'est que les régimes qui étaient en place ont failli aussi dans la gestion démocratique, dans la gouvernance, dans la confiscation des élections. Si vous prenez le cas du Mali, les événements qui ont conduit au coup d'État d'août 2020, le premier coup d'État contre Ibeka, c'est quand même les élections législatives d'avril. Il y a eu des législatives en avril et le parti de Ibeka a pris des sièges qu'il n'a pas gagnés. Il n'a pas gagné les sièges, mais il les a pris parce qu'il est au pouvoir et la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail. Et ça a créé une crise. Donc, il faut absolument que on regarde le reflux de la démocratie, à quoi il est lié et pourquoi aujourd'hui on a eu 7 coups d'État en Afrique de l'Ouest. Il y a 2 coups d'État en Guinée, non, un coup d'État en Guinée, mais il y a eu 2 coups d'État au Mali. Donc, il faut regarder ça. Il faut regarder qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui amène à ce coup d'État et comment on peut sortir. Je vais vous donner un chiffre de l'ONU qui dit que 70% de la population de l'Afrique de l'Ouest a moins de 30 ans. Pourtant, aujourd'hui, dans la région ouest africaine, on assiste à des régimes liberticides, mais sans action de la jeunesse.
Cela est dû à quoi? Oui, il y a aussi la résignation, il y a aussi la répression et il y a aussi, voilà, l'embrigadement. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent que, les jeunes, ne se battent pas autant qu'ils auraient pu pour la démocratie et parce qu'il y a aussi il ne faut pas oublier non plus la déception envers la démocratie. Parce que la démocratie n'a pas apporté et n'a pas répondu aux attentes des jeunes sur le plan, par exemple, de l'intégration à la fonction publique, sur le plan du travail, sur le plan économique. Les régimes démocratiques n'ont pas réglé forcément les problèmes de la jeunesse africaine. Ils sont toujours favorables aux libertés. Ils sont toujours favorables à la critique. Ils sont toujours favorables quand on prend les groupes WhatsApp, quand on regarde le dynamisme des jeunes sur ces groupes-là. On a l'impression qu'ils ont beaucoup de choses, beaucoup d'urgences qui font qu'ils n'arrivent pas à se mobiliser. Nous, quand nous étions jeunes, il y a pas, il y a un peu quelque temps, on a porté le combat pour la démocratie dans les universités. On s'est battu dans les lycées. Aujourd'hui, c'est moins fréquent parce que les jeunes ont d'autres urgences sur leur agenda. Nous, quand nous étions étudiants, quand nous étions au lycée, on savait qu'à la fin de nos études, on va devenir fonctionnaire. On savait que l'État allait nous recruter pour beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de visibilité sur leur avenir et les mobiliser sur d'autres combats que leur propre existence. Si vous prenez la Gen Z, souvent, leur combat, ce n'est pas des combats idéologiques. Ils disent que nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de bus pour nous déplacer. C'est souvent des revendications qui portent sur des choses concrètes et non, quand nous étions jeunes, c'était des revendications qui portaient sur l'idéologie. On s'est battu pour le multipartisme, nous on veut le multipartisme, nous on veut la démocratie, on veut la liberté de la presse. Alors, c'est une question d'agenda. L'agenda d'aujourd'hui est un agenda du concret, un agenda de la survie, si on peut dire, par rapport à l'agenda que qui était le nôtre, parce que nous, on a réglé la question de la survie à l'époque. Vous avez écrit un article sur, Monde Afrique. Vous avez cité Thomas Sankara qui disait: «Chacun doit faire mieux que son père». C'est ça. C'est exact. Moi, je souhaite que mon fils fasse mieux que moi. Parce que Sankara le dit pour montrer le progrès, pour montrer qu'il faut avancer. Que si chacun fait mieux que son père, ça veut dire que le progrès sera plus important. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que beaucoup de gens font moins que leurs propres parents parce que les conditions sont devenues difficiles. Mais ça doit être notre urgence en Afrique de l'Ouest et même sur le reste du continent, doit être de faire davantage de place aux jeunes. Dans le cercle du pouvoir, Sont-ils compétents? oui, et beaucoup de jeunes sont formés, y compris des jeunes de la diaspora. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut que l'Afrique se réconcilie avec sa diaspora. Il y a eu une dimension historique parce que au départ, la diaspora africaine, il y avait beaucoup de gens qui étaient des opposants, qui ne pouvaient pas s'opposer dans leur pays, qui sont exilés. Et du coup, il y a eu une méfiance entre la diaspora et les pays d'origine. Et cet héritage de méfiance a persisté. Pendant longtemps, on s'est méfié de la diaspora. Oui, ces gens avec les grosses valises noires qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas participé aux luttes, qui veulent occuper des choses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences de jeunes de la diaspora. On a vu, par exemple, ce qui fait le succès du Rwanda. Ce que le Rwanda a fait venir beaucoup de jeunes de la diaspora qui étaient compétents, qui étaient à New York. Donc, il faut responsabiliser les jeunes. Pour moi, on doit faire davantage de place aux jeunes dans la responsabilité et ne pas vivre comme on le voit souvent, le départ à la retraite comme une catastrophe en Afrique. Moi, quand je comprends ici, les gens qui partent à la retraite considèrent ça comme une seconde chance, comme une délivrance, alors que beaucoup de gens en Afrique veulent rester. Il y a beaucoup de gens, de retraités qui reviennent dans le circuit et ils prennent la place des jeunes. Pour moi, il faut les associer à la décision politique, il faut les préparer. Quand on regarde la sociologie africaine, il y a beaucoup de jeunes, donc il faut aussi que dans l'exercice du pouvoir, qu'on voit qu'il y a davantage de jeunes dans l'exercice de la responsabilité, y compris dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ou peut-être le multipartisme? Le multipartisme, l'entrepreneuriat aussi. Et aujourd'hui, quand moi j'ai travaillé un peu sur ces questions, les jeunes ne veulent pas simplement du travail, hein. Ils veulent créer même du travail. Mais pour qu'ils créent du travail, il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir emprunter de l'argent à la banque. Aujourd'hui, un jeune ne peut pas aller à une banque demander un crédit en Afrique de l'Ouest parce que les garanties qu'on lui demande, il ne peut pas les fournir. Il faut encourager les jeunes à devenir eux-mêmes des entrepreneurs, à créer des emplois pour eux-mêmes et à créer des emplois pour les autres. Et ça, il faut créer cet écosystème-là, cet environnement favorable à ce que les jeunes s'épanouissent, y compris sur le plan politique et sur le plan économique.
Et j'évoquais le multipartisme. Vous dites qu'à l'état actuel, la fin du multipartisme en soi. Oui, ça, vous faites bien de me donner l'opportunité de m'expliquer davantage. Et les gens m'ont beaucoup reproché en disant, mais comment un démocrate peut dire quelque chose? Vous savez, et j'avais quand même argumenté, le Niger, avant le coup d'État, avait 170 partis politiques. Bah, je vous cite, vous dites: «Les partis sont devenus plutôt de petites chapelles tenues par des entrepreneurs politiques C'est ça. qui monnaient leur ralliement à la majorité au pouvoir ou qui font des chantages pour obtenir des postes à la tête de grandes entreprises publiques ou parapubliques». Absolument, c'est exact. Il y a au Congo, RDC, 460 partis au moment où j'écrivais ce papier. Il n'y a pas 460 offres politiques. Mais les gens se sont dit, moi je vais créer mon parti, comme ça je vais soutenir le président, comme ça je vais rentrer dans la majorité présidentielle. Et si je suis dans la majorité présidentielle, il y aura une clé de partage. Ça s'est arrivé au Niger. Ce qu'on dit, ce que j'ai dit là est documenté. Au Niger, il y a eu en 2016, le président Issoufou a été réélu et les partis qui l'ont soutenu, c'est à peu près 42 partis. On a créé 42 ministères parce que chaque parti doit avoir un ministre. L'école a été divisée en 4 ministères: le ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement secondaire, ministère de l'enseignement de base, ministère de l'enseignement professionnel et technique. Parce qu'il faut donner à chaque parti. Donc, ce multipartisme-là, où on crée des partis, le parti ne correspond pas à des idées et les personnes ne cotisent pour le parti fait des combines avec des hommes d'affaires, il prend l'argent et s'il arrive au pouvoir, il donne des marchés à ces hommes d'affaires. C'est cette façon de faire du multipartisme qu'il faut remettre en cause. Il y a des partis qui n'ont tenu aucun congrès, aucune instance. Qui ont vécu pendant longtemps. Mais quand ils sont dans la majorité, le ministère en charge de l'Intérieur, qui doit faire la supervision des partis. Et quand je dis ça, je n'ai pas dit qu'il faut remettre en cause le multipartisme. J'ai dit simplement, il faut encadrer la création des partis. Que les vrais partis, quand vous prenez la Guinée, les vrais partis des partis qui fonctionnent, c'est l'IFDG, le RPG, l'IFR de Sédia Touré, etc. Mais il y a une galaxie de partis qui n'ont pas d'instance, qui n'ont pas de siège, qui n'ont même pas de bureau, etc. Donc, c'est cette forme de multipartisme, entre guillemets, sauvage, que je dénonce. Mais il faut encadrer. On a besoin du multipartisme. Le parti unique ne nous a rien apporté. On a vu la période des partis uniques, ce que ça a donné. Le RDA ou les autres partis ne nous ont pas apporté grand-chose. On a besoin de pluralisme. Mais il faut un pluralisme avec des règles. Et il faut un pluralisme où les partis tiennent des instances, ils ont un siège, ils font cotiser leurs militants, ils ne sont pas dans des combines. Même le financement public de partis peut contribuer à la démocratie. Il faut éviter que les partis soient financés par des hommes d'affaires parce qu'on a vu, lorsque les hommes d'affaires financent les partis, ils attendent que les partis arrivent au pouvoir pour prendre tous les marchés. L'arrivée de Donald Trump a bouleversé beaucoup de choses, notamment en Afrique. Heu, les aides de l'USAID ont été arrêtées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'Afrique a les moyens de se financer en sachant que l'aide extérieure représentait une grande majorité des financements? Oui, en fait, c'est une posture de paresse qui nous a amenés à compter davantage sur l'aide extérieure. Et il faut, à mon avis, saisir l'opportunité de la diminution de l'aide pour partir sur des bases différentes. Nous avons beaucoup de ressources internes qu'on peut mobiliser et qui peuvent faire qu'on se passe de l'aide extérieure. Quand vous prenez un pays comme le Mali, le transfert de la diaspora malienne correspond à l'aide publique au développement qui est donnée au Mali. En 2023, la diaspora a transféré 523 milliards de francs CFA selon la BCAO, soit l'équivalent de 5,6% du PIB. Donc, nous devons saisir cette occasion que nous donne le, le tarissement même de l'aide publique extérieure, des financements extérieurs pour mobiliser des ressources. Il y a des économies où le taux de fiscalisation est à 19%. C'est très faible. Il y a une marge de progression. On peut encore davantage fiscaliser. On peut encore faire beaucoup de choses. Donc, nous devons saisir cela. Nous devons saisir cette occasion pour compter sur nous-mêmes. Les pays du Sahel, puisqu'on parle beaucoup des pays du Sahel dans notre discussion, sont des pays d'élevage. Le Tchad a le second cheptel au monde. Mais ce n'est pas valorisé, ça n'a pas d'impact économique. Nos matières premières sont exportées. Je crois que nous avons une marge de progression. Nous avons la possibilité nous-mêmes de mobiliser davantage de moyens pour nos économies, plutôt que de compter comme on a pu le faire par le passé.
sur de l'aide extérieure qui nous est donnée souvent avec arrogance, souvent avec mépris. On doit compter sur nous-mêmes. Nous avons des leviers qu'on peut actionner sur le plan économique. Nous avons des choses à rééquilibrer. On parle souvent des États-Unis, mais d'autres partenaires aussi, comme la France, ont décidé de faire des coupes sur l'aide publique au développement, des coupes importantes. Donc, il faut que nous saisissions cette occasion, faire contre mauvaise fortune bon cœur, profiter, transformer ce qui aurait pu être un problème en une opportunité pour que nous puissions mobiliser nos propres ressources. Et si on regarde nos économies, il y a moyen de mobiliser encore des ressources internes. Aujourd'hui, et très rapidement, on voit que le golfe de Guinée commence à être miné par le terrorisme. Est-ce que les accords d'Accra, doivent être encore plus renforcés? Est-ce que la coopération doit être encore beaucoup plus accentuée? Quelle est votre position là-dessus? Il faut absolument redynamiser l'initiative d'Accra, qui réunit des pays du Golfe de Guinée et des pays de l'AES, doit être revitalisée. L'initiative a commencé à marcher, mais je crois que l'erreur a été de vouloir imiter le G5 Sahel, puisque l'initiative qui avait commencé et qui devait avoir des réunions périodiques au niveau ministériel et des échanges d'informations, des échanges de renseignements, a voulu créer une force de l'initiative d'Accra et finalement, même les acquis ont disparu. Donc, il faut redynamiser, surtout dans le contexte de la disparition du G5 Sahel. Et si l'initiative d'Accra est redynamisée, elle peut être un lieu de discussion où des pays de l'AES et des pays de la CEDEAO vont se parler. Et à mon avis, elle est nécessaire, cette initiative d'Accra, pour construire une réponse transfrontalière et une réponse régionale à un défi qui aujourd'hui est un défi régional. Aucun pays pris isolément, même pas le Nigeria, qui est le plus riche et qui a le plus de moyens militaires, ne peut venir à lui tout seul au bout de cette menace-là. Donc, il faut qu'on travaille ensemble et une instance comme l'initiative d'Accra devait permettre que le travail en commun soit fait et soit avancé. J'ai une autre question. Aujourd'hui, partout, les médias sont en train de vivre une période qui est compliquée, c'est le mot que l'on puisse dire, et en matière de recherche également. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les intellectuels, que ce soit africains, mais aussi euh, afro-descendants, doivent plus collaborer ensemble pour faciliter leurs travaux, mais aussi produire une information panafricaine et surtout neutre? Oui, je crois qu'il faut absolument que les gens mutualisent. Il faut qu'on soit présent dans la production de connaissances. Si vous regardez, y compris sur des questions comme le Sahel, sur les questions comme la Corne de l'Afrique, on est quand même dépendant de la production intellectuelle et scientifique extra-africaine. Il faut qu'on mutualise, il faut qu'on se mette ensemble. Les querelles des chapelles, là, ne sont pas pour moi des choses qui sont utiles, qui sont productives pour nos régions et nos pays. C'est en se mettant ensemble, d'autant qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Donc, il faut une mutualisation. Et la mutualisation passe aussi par le soutien que peuvent apporter des intellectuels africains qui sont installés dans des grandes institutions, qui peuvent aider ceux qui sont encore sur le continent. On peut créer des passerelles entre les intellectuels africains, où qu'ils soient, pour justement essayer d'apporter une présence africaine, une lecture africaine, un regard africain, un agenda africain. Parce que très souvent, quand vous voyez, on parle de l'Afrique que quand ça ne va pas, on parle de l'Afrique comme un endroit catastrophique, avec les conséquences que ça peut avoir. Moi, il m'est arrivé beaucoup de voyager et de voir des gens pour leur dire: «Mais est-ce que vous ne pouvez pas venir investir en Afrique?» «Oh là là, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de corruption». Donc on a construit des préjugés, on a construit des clichés, on a construit un narratif, qui n'est pas africain. Donc pour construire un contre-narratif et des contre-clichés, il faut justement que les intellectuels africains, que les instituts de recherche africains travaillent ensemble, mutualisent pour avancer. Ok. Vous avez affirmé sur TRT français que vous faites l'objet d'une surveillance, ouais, des bouts téléphoniques. Est-ce que ça a cessé? Moi, je ne sais pas parce qu'on ne vous dit pas. Moi, je me suis aperçu parce que il y a eu différentes rétractations, des gens qui sont venus ou qui m'ont sollicité et même il y a beaucoup de gens, que ce soit des personnes physiques ou morales, qui sollicitent mon expertise. Vous m'avez sollicité parce que vous avez vu ce que je peux produire. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Je crois que j'ai une double compétence à la fois sur le Sahel et sur le bassin du lac Tchad. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le bassin du lac Tchad. Donc, sur la base de cette expertise, puisque vous parlez, la Suisse, le chargé d'affaires suisse ici en France
sur la base de mon expertise, m'a sollicité, m'a organisé même chez lui un dîner avec des officiers généraux ou qui sont venus m'écouter, qui ont apprécié ce que j'ai dit. Il m'a écrit une lettre manuscrite pour saluer la qualité de mon travail. Mais sur la base de la surveillance de mes communications, il a été démarché pour ne plus avoir de la bonne relation avec moi. Et vous êtes donc censuré? Je ne peux pas dire censurer puisque je peux vous parler, mais il y a des choses qui relèvent plutôt de la mesquinerie, qui relèvent plutôt, des coups bas. En tout cas, il y a un travail clandestin, un travail pour fossoyer tout ce que je fais, mais heureusement que la qualité de ce que je fais, n'a pas altéré ma notoriété et voilà donc je ne me soucie pas de savoir est-ce que ça a s'est passé, est-ce que ça s'est arrêté, mais tout ce que j'ai dit, les accusations que j'ai portées n'ont jamais été démenties par personne, même y compris par les personnes que j'accuse. Moi, j'accuse l'appareil d'État français et je le dis à Paris. Donc, s'il y a une difficulté, les gens peuvent saisir les juridictions compétentes pour que nous puissions en débattre. Mais je suis convaincu que les rétractations n'ont pu se faire que sur la base des communications et sur la base de la surveillance de mes communications. Et cet agenda de surveillance ne s'inscrit pas dans le but légitime de protéger la France. Si j'ai représenté un danger, les gens auraient pris d'autres dispositions que de faire ce qu'ils ont fait. Et au-delà même de, de la France, je suis convaincu et j'ai des éléments que des États tiers ont été démarchés, mais ça n'empêche pas que je continue à faire le travail que je fais et ça n'empêche pas aussi que des gens qui reconnaissent la qualité de mon travail continuent de me solliciter et je crois que c'est ça le plus important. Nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des, prédictions à faire? Donc moi, d'abord, je saisis cette opportunité pour saluer votre démarche, de m'avoir invité et d'avoir créé ce format où on peut échanger sur la longue durée. J'ai l'habitude de faire des télés, c'est 3 minutes, 7 minutes, où bon, on n'a pas le temps de développer. Là, nous avons fait le tour d'horizon. Moi, je crois que si on veut véritablement changer, puisque nous sommes face à une crise multidimensionnelle et endémique au Sahel, et si on veut en sortir, et si on veut commencer à en sortir, éviter les attaques comme celle du Bénin qu'on vient de connaître, il faut que la réponse soit holistique. Il faut une réponse qui intègre le sécuritaire, le militaire, mais toute la dimension non militaire, particulièrement la question du chômage de jeunes. Moi, je suis convaincu que si on ne règle pas la question du chômage de jeunes, on risque de ne pas emporter la guerre contre les djihadistes. Et ça, c'est un point. La deuxième chose, ma conviction, c'est qu'il faut que les États travaillent ensemble. Que ce soit l'AES et la CEDEAO, au-delà des considérations personnelles, il faut qu'il y ait une réponse régionale et une réponse transnationale au défi sécuritaire. Troisième chose, je crois que, comme nous l'avons évoqué, il faut qu'il y ait plus de leadership de la part de l'Union africaine. On ne peut pas dire que ça se passe en Afrique de l'Ouest, on laisse les autres Africains se développer. Il faut que l'ensemble du continent se sente concerné. Et si on fait ça, si l'Afrique le fait, si elle compte sur elle-même, demain, le souverainisme peut s'affirmer parce qu'il ne peut pas être souverain de l'Occident et être sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Donc, si on fait cette démarche-là, je suis convaincu que la prochaine fois qu'on fera cette émission, ça va être pour célébrer des résultats de notre continent. Monsieur Abba, merci beaucoup, j'espère Ça a été un immense plaisir de venir à cette émission.